On va donner la parole à Monsieur Pascal Crété. Merci Stéphane. Bon, alors je vous préviens, je risque d'avoir des petits problèmes de voix, donc j'espère que je vais pouvoir tenir pendant toute l'intervention. Comme vous le savez, en ce moment, il y a des mauvais virus qui circulent et mieux vaut ne pas les attraper. Alors, je vais essayer quand même de porter ma voix pendant tout ce temps d'intervention et de vous apporter quand même un éclairage du côté de cette clinique, essentiellement, bien sûr, du côté d'une clinique des psychoses, parce que je vais partir, bien sûr, de mon expérience, de notre expérience professionnelle, et puis peut-être aussi parce que la question de la psychose, justement, sur notre propre rapport à l'espace, est venue nous enseigner, tout au long de ces dernières décennies, un certain nombre de choses. Je pense que mon propos, d'ailleurs, va résonner assez rapidement avec ceux de Marcel et d'Alice, aussi bien sur la question des politiques et de la manière dont on envisage la distinction que Marcel a pu faire tout à l'heure entre les trois termes, et notamment la question de l'habitation, sur laquelle je vais revenir, et puis les propos aussi d'Alice, plus sur la dimension éthique et la posture du professionnel. Je dois dire que lorsqu'on travaille dans un service de psychiatrie ou un service médico-social comme celui où je travaille, une association médico-sociale qui accueille la psychose, cette question du domicile, c'est une préoccupation quotidienne pour tous les soignants. Elle est quotidienne même avant même que le sujet soit véritablement inscrit dans un processus d'habiter un chez-soi. Elle l'est de fait parce qu'il y a un parallélisme, vous voyez bien, entre sa capacité à devenir un jour en capacité d'habiter un chez-soi et sa propre structuration psychique. Vous avez entendu, toujours dans les services de psychiatrie ou dans des relais d'équipe, cette phrase qui est « quand on fait un relais, comment va monsieur un tel, est-ce que ça tient aujourd'hui ?» Et bien lorsqu'on s'interroge si ça tient, c'est de ce rapport à la spatialité dont je vais vous parler un instant. Cette préoccupation quotidienne des soignants, elle répond aussi à une exigence sociale aujourd'hui. Il ne faut pas se cacher les yeux. Habiter un chez-soi, ça reste dans nos sociétés une forme de finalité existentielle, le signe souvent d'un accomplissement personnel, d'un bien-être même, notamment lorsqu'on rentre de l'hôpital, on rentre chez soi, une voie vers l'indépendance. Lorsqu'on dit « je prends un appartement », on voit bien le mouvement, l'action qui est la nôtre dans ce mouvement d'indépendance. Et c'est aujourd'hui quelque chose qui est porté bien sûr par nos politiques publiques. Je ne reviens pas sur tout le propos qu'a pu développer Marcel Jagère tout à l'heure avec beaucoup de talent. Ça correspond aujourd'hui à nos codes, à une nouvelle exigence sociale, et nos politiques publiques, bien sûr, orientent nos manières de travailler vers cette direction du domicile et de l'habitat pour tous. Mais pour ceux qui ont déjà travaillé dans le champ de la psychose, ils savent que habiter un chez-soi pour une personne psychotique, c'est quelque chose de complexe et qui ne va bien sûr pas de soi. Vous le savez, le rapport au monde de la personne psychotique est un rapport extrêmement instable. Et cette capacité à habiter un chez-soi, comme d'habiter les espaces, n'est jamais acquise pour la vie. C'est-à-dire que, pour moi, ce n'est pas une simple compétence que l'on peut travailler éducativement ou par des protocoles et des programmes, mais bien de l'ordre d'un processus d'étayage dont la scène sur laquelle ce processus va se jouer va bien sûr inclure le sujet lui-même. On en a parlé tout à l'heure. Je pense qu'il est tout à fait essentiel que le sujet soit très acteur de son projet, mais aussi les personnes qui sont dans son paysage et qui comptent relationnellement pour lui. Ses proches, les soignants, les professionnels du secteur médico-social qui l'accompagnent, l'aide à domicile, on vient d'en parler, les copains du GEM. C'est donc à une approche beaucoup plus psychodynamique, en mouvement, jamais immobile, à laquelle je vous invite à réfléchir plutôt qu'en termes uniquement de compétences. Comment une personne psychotique peut-elle s'habiter personnellement pour un jour peut-être pouvoir habiter un espace qui devienne le sien et que ce processus-là tienne dans le temps? Voilà comment on pourrait résumer un peu la question. Alors, je vous proposerai trois chapitres, on pourrait dire, pour aborder ça. Revenir donc peut-être à éclairer un peu de manière plus psychodynamique et aussi phénoménologique cette question de la psychose dans ses rapports au temps et à l'espace. Revenir aussi, et ça complétera le propos de Marcel de tout à l'heure, sur l'évolution un peu de nos politiques dans le champ de la santé mentale vers ce chez-soi pour tous.
Et puis, ça rejoindra, je pense, le propos d'Alice pour le compléter sur cette question d'être là au domicile lorsqu'on intervient au domicile d'une personne psychotique. Je pense que vous pouvez enlever la diapo et on y reviendra éventuellement s'il y a besoin. Voilà. Alors, un petit détour quand même pour attirer votre attention sur le fait que dans notre champ à nous de névrosés poids moyen occidental, comme le dit Pierre de Lyon, ou de normosés, de gens à peu près normaux qui tenons avec le monde, ce rapport à l'espace est une chose infiniment complexe dont on n'a absolument pas conscience. Remarquez que notre rapport à l'espace et au temps sont très différents. Nous avons un rapport relativement libre à l'espace, nous pouvons nous déplacer. D'ailleurs, nous venons de vivre dans l'épisode de la pandémie une rupture dans ce processus de liberté, de déplacement. Mais c'est quelque chose que nous pouvons opérer aussi bien psychiquement que dans la réalité, alors que notre rapport au temps est un rapport tout à fait contraint, qui nous permet juste de situer quelques repères, passé, présent, futur, qui, vous savez, sont totalement imaginaires, à peine vous les avez nommés, qui sont déjà sur une autre scène. Dans le champ de la psychose, le sujet est doublement contraint, puisque son rapport à l'espace est déjà un rapport extrêmement difficile, extrêmement contraint, dans lequel il ne pourra pas avoir ces possibilités de déplacement que nous avons, nous, dans le champ de la névrose, j'ai envie de dire classique. Et son rapport au temps, du coup, sera encore plus un rapport d'aliénation. Et j'y reviendrai tout à l'heure pour vous expliquer comment, justement, ce rapport à l'espace et au temps s'articule dans le champ de la psychose. Lorsqu'on dit qu'on se sent bien chez soi, on fait bien sûr référence à une expérience sensible de l'ordre de ce qu'on appelle le pathique. Alice Casagrande n'en a pas parlé tout à l'heure, mais je pense qu'elle aurait pu développer cette dimension-là, c'est-à-dire cette communication immédiatement présente, intuitive, des dispositions psychiques, intuitives, sensibles, préconceptuelles avec le monde. Le pathique, c'est quelque chose qu'on n'intellectualise pas, qui se sent instantanément et qui nous met comme ça au contact avec des éléments d'ambiance, des odeurs, des couleurs, des objets, une disposition des meubles. C'est une perception immédiate sur le fond, mais peut-être d'ailleurs plus sur la forme. Ce n'est pas tant le style, par exemple, moderne d'une pièce, comme on peut le voir dans un magazine de déco, que les formes elles-mêmes, dans la manière dont elles s'agencent, dans la manière dont elles sont séparées entre elles, qui va compter et éveiller en nous une sensation de bien-être ou de malaise dans l'espace. Parfois, ces capteurs pathiques, auxquels on fait référence en permanence sans s'en rendre compte, sont fragilisés. On en connaît un exemple aujourd'hui, par exemple, dans les burn-out, où on voit les gens perdre cette capacité à sentir, à saisir les éléments d'ambiance qui sont autour d'eux. Je prends un autre exemple pour vous faire entendre que ces questions-là, elles sont aussi complexes. C'est, je cite comme ça, le syndrome Hikikomori, que vous connaissez certainement, c'est syndrome d'isolement social, qui concerne des jeunes, souvent des jeunes hommes, étudiants, qui s'isolent dans leur chambre et qui peuvent rester des mois, voire des années, sans contact avec l'extérieur. C'est une pathologie, ou en tout cas une pathologie sociale qui est apparue depuis quelques années, qui vient du Japon et qui se répand de plus en plus dans nos sociétés occidentales. Je ne suis pas sûr qu'on ait affaire à une pathologie véritablement psychiatrique, peut-être plus à une réaction symptomatique, mais on voit bien que dans cette pathologie, qu'il y a un trouble profond du rapport à l'espace qui touche des jeunes qui ne sont pas dans la maladie mentale proprement dit. Il a été fait référence tout à l'heure au syndrome de Diogène et à toutes ces problématiques, parce que le syndrome de Diogène, vous savez, c'est un grand sac dans lequel il y a beaucoup de problématiques et de pathologies, mais en tout cas, toutes ces problématiques comportementales que les travailleurs sociaux du logement connaissent bien, et qui associe ces symptômes, la silogomanie, c'est-à-dire cette accumulation compulsive et excessive d'objets, la négligence domestique et personnelle et le retrait social. Comment comprendre ces pathologies lorsque vous rencontrez des gens qui ont des problématiques de type Diogène? Vous n'êtes pas forcément là non plus sur une pathologie mentale. Des fois, il s'agit quand même de quelque chose de l'ordre de la dépression, des fois un peu de la psychose. En tout cas, c'est quelque chose qui va concerner beaucoup plus un rapport profond à l'espace, comme on va le voir avec les psychoses. Et puis, regardez ce qui nous est arrivé depuis un an avec la pandémie, la question de l'isolement,
la question du confinement, les 1001 manières que chacun a eu de vivre déjà le confinement, avec globalement plutôt une adaptation sociale aux mesures de restriction de liberté qui nous ont été imposées en mars 2020, puisqu'on a même entendu des gens dire qu'ils vivaient plutôt bien cette période-là, qui avait été une période de tranquillité, de repos, de vacances pour certains, alors que c'est au moment du déconfinement, au mois de mai, qu'on a vu apparaître des problématiques. Et les urgences, par exemple, psychiatriques, le savent bien. Pendant la période entre mars et mai, il y a eu peu de gens qui sont arrivés pour des problématiques de décompensation. Elles sont pratiquement toutes arrivées à partir du mois de mai. Notez tout de même que les gens qui avaient bien vécu, entre guillemets, cette période du confinement, lorsque vous leur posiez la question en octobre, à l'approche du second confinement, s'ils étaient prêts à vivre un deuxième confinement, personne n'était d'accord avec cette idée de se reconfiner à nouveau. Comme quoi, il y a bien là un écart entre ce que vous voyez, l'économie psychique de fonctionnement à minima que provoque le confinement, et j'ai envie de dire la vraie vie, les vraies relations, qui passent en effet par des zones d'échange et qui mobilisent énormément d'éléments qui étaient mis en retrait pendant la période du confinement. Et un dernier point, juste pour éclairer cette question de notre rapport à l'espace, c'est aussi en lien avec l'épidémie à Covid-19, c'est la question du travail au domicile et du télétravail aujourd'hui, puisque je dirais, travail au domicile improvisé au début pour pouvoir répondre et fonctionner quand même en travaillant à partir de son domicile, on passe aujourd'hui sur une orientation nationale donnée de faciliter le télétravail, une autre manière de travailler associée à une autre manière d'être ensemble. On peut enchaîner en effet les apéros Zoom après avoir enchaîné les réunions tout au long de la journée et ne plus du tout sortir de chez soi. Et on voit bien aujourd'hui, il y a bon nombre d'articles qui sortent de sociologues, de cliniciens de toutes sortes, qui commencent à dire les risques et les pathologies qu'on voit apparaître dans cette juxtaposition des deux espaces, l'espace privé et l'espace du travail au domicile. Donc tout ça pour vous faire entendre déjà que cette question de nos rapports aux espaces, si elle semble aller de soi dans notre organisation, on voit bien que derrière, il y a quand même toute une construction psychique qui est là en place, qui est certainement chez nous, comme je le disais par rapport à ce ressenti immédiat en fonctionnement, je dirais, en mode automatique chez nous, mais qui est là présente et qui est de l'ordre d'une élaboration qui se fait tout au long de la vie. Alors, pour rentrer dans la question peut-être des psychoses, vous voyez bien que le concept d'espace est la clé de voûte de la construction du psychisme. Je vous donne une phrase de Heidegger, qu'on a citée tout à l'heure, qui est très parlante pour moi là-dessus. Le monde n'est pas dans l'espace, mais bien plutôt l'espace est dans le monde, pour autant que la présence constitutive de l'être au monde a ouvert de l'espace. Je ne vais pas reprendre tout le développement du bébé et l'installation, on pourrait dire la construction de la relation au monde. Mais vous savez que lorsque l'enfant vient au monde et qu'il est dans cette relation normale, fusionnelle au début à sa mère, l'espace pour lui n'existe pas. Ce n'est qu'au travers des premières expériences du corps sensoriel et des expériences des fois de l'ordre du manque, du vide, de l'absence, qu'il va progressivement prendre conscience et se différencier de l'autre, on pourrait le dire comme ça, faire apparaître l'autre sur une autre scène en face de lui et prendre conscience qu'il n'est pas tout seul, qu'il n'est pas le monde à lui tout seul, mais qu'il y a un autre en face de lui, en l'occurrence sa mère, qui répond à ses besoins et qui va lui permettre d'être soulagé à certains moments. Tout au long de notre vie, nous allons en quelque sorte ouvrir des espaces. Nous allons être dans un rapport au début extrêmement symbiotique et puis progressivement, l'enfant, le nourrisson, le gamin qui va ensuite à l'école va ouvrir les espaces sociaux, l'adolescent va ouvrir d'autres espaces, l'adulte lui-même, lorsqu'il abordera le monde de la sexualité et du travail, ouvrira d'autres espaces psychiques qui étaient un peu en latence jusqu'alors, et puis je dirais jusqu'à l'expérience de la rencontre avec la mort et l'élaboration du travail de deuil, qui est une autre forme d'ouverture d'espace psychique, puisque là, face à la perte
réel de l'être cher, nous allons ouvrir un espace psychique qui va nous permettre de supporter ce manque réel et élaborer une présence intérieure qui va nous permettre de tenir. Ça, c'est, je dirais, le rapport à l'espace et qui, au fur et à mesure de notre vie, va nous permettre de constituer notre moi, notre soi, pourrait-on dire plus exactement, c'est-à-dire un soi qui, au début, va être extrêmement sensitif, sensoriel, corporel, qui ne va pas être du tout délimité et qui, au fur et à mesure des expériences sensibles, va se délimiter pour nous permettre à un moment donné de nous reconnaître un soi qui nous est propre. Ça veut dire quoi un soi qui nous est propre? C'est un soi qui est totalement délimité de l'autre et qui permet que justement nous ne nous mélangions pas, qu'il n'y ait pas de doute sur la délimitation avec l'autre en face de nous, ce dont bien sûr la personne psychotique ne pourra pas avoir la garantie, du moins pas à tous les instants. Pankow, qui est une grande clinicienne des psychoses, le dit comme ça, l'espace est bien la pierre angulaire de notre construction, c'est le déploiement des espaces et leur délimitation qui structurent le temps et non l'inverse. L'espace, en se dépliant, engendre le temps. On a un rapport premier à l'espace que l'on structure ensuite au niveau temporel. Alors, je le disais tout à l'heure, dans les psychoses, vous voyez bien que le rapport au temps, il est extrêmement difficile. Quand vous demandez à un sujet psychotique de se situer dans son histoire, des fois, il n'a pas du tout même la possibilité de se connecter à son histoire, parce qu'en effet, son rapport aux espaces est déjà très, très instable. On pourrait le dire comme ça, que la personne psychotique essaie en permanence de s'ajuster, d'ajuster, ou un petit peu comme dans la vision, d'accommoder, j'ai envie de dire, pour que sa perception soit juste, pour que le point focal du réel qu'il perçoit soit proche de celui que l'autre en face a aussi de son propre réel. Ce que nous faisons à notre insu, lorsqu'on converse, vous et moi là, on est dans une réalité partagée, mais en fait on est dans nos réels respectifs qu'on ajuste pour dire tout simplement qu'on est là ensemble cet après-midi, à cet après-midi de formation, mais votre vécu n'est pas le même que le mien, votre réel n'est pas le même que le mien. Pour autant, on partage cette réalité. Eh bien, je schématiserai ou j'illustrerai la difficulté de la psychose comme ça pour dire que la personne psychotique ne parvient pas justement à avoir ce point précis en face d'elle qui lui permet de s'ajuster. Elle souffre donc d'un profond trouble de l'appréhension de l'espace dans ses différenciations, et notamment dans ses propres espaces psychiques, ce qui va donner à certains moments cette perception que, en effet, le soi de la personne psychotique est un peu mélangé avec celui des autres. Bien sûr, ce trouble de la spatialité, il sera à prendre en considération lorsque la question de l'habitat viendra à se poser. Car vous voyez bien que dans ces éléments-là, en effet, si la personne n'a pas suffisamment de stabilité intérieure dans ses propres espaces psychiques, lorsqu'on va l'emmener vers un lieu d'habitation, cela peut être à l'occasion, enfin, une décompensation supplémentaire. Juste pour situer les choses et faire référence peut-être à ce qui est important pour moi, dans le mouvement de la psychothérapie institutionnelle, vous voyez bien que c'est ce rapport à la spatialité qui a été privilégié dans la manière dont on a forgé des outils. Partant de cette hypothèse qu'en effet la personne psychotique ne parvient pas à se stabiliser dans l'espace et dans la relation à l'autre, c'est à l'institution, en quelque sorte, d'offrir de multiples scènes, différenciées et articulées les unes aux autres, aux couleurs et tonalités différentes, afin que le sujet puisse faire de nouvelles expériences spatiales et qu'il puisse s'appuyer sur ce que Oury notamment va appeler des ponts et des passerelles, notamment les liens qu'il va avoir avec les soignants, les professionnels qui l'accompagnent, pour faire ce qu'on appelle des greffes d'ouvert, c'est-à-dire qu'à l'occasion de ces nouvelles expériences, il puisse à nouveau se remettre au travail sur le plan de sa spatialité intérieure. Et vous voyez bien que quand je parle d'institution, je ne parle pas forcément des murs, je parle aussi de l'institution au sens de l'intervention au domicile. Cela se traduit comment? Ça se traduit par cette présence singulière que vous connaissez tous des personnes psychotiques qui peuvent donner comme ça, dans une pièce ou des fois même dans un couloir dans les hôpitaux, une impression de présence un peu flottante, suspendue.
en même temps très connectés à ce qui se passe. Et j'insiste sur ce que je disais tout à l'heure sur la dimension pathique, c'est-à-dire que cette dimension immédiate du sensible, auquel on ne prête, nous, malheureusement, pas assez attention. Je pense que les personnes psychotiques, et on le sait lorsqu'on les fait parler un peu là-dessus, on voit sont complètement connectés à cette dimension pathique sensible. Alors c'est vrai que si l'institution, l'hôpital, le service, l'établissement médico-social propose de nombreuses choses très différenciées et que ces choses sont articulées entre elles et qui fait des expériences multiples et variées qui vont lui permettre de mobiliser sa psyché à nouveau vers de nouvelles constructions, eh bien on peut penser que cette connexion opathique va lui permettre d'avancer, de se soigner, de se structurer, là où justement sa structuration personnelle était un peu en panne. Mais si l'institution est, comme le disait Marcel tout à l'heure, pour faire référence à l'époque des dortoirs, une institution très asilaire, bureaucratique, où rien de cette vie-là n'existe, eh bien, en effet, le sujet va se connecter aux éléments qu'il aura autour de lui, c'est-à-dire à ces éléments formels qui, bien sûr, vous le comprenez bien, ne lui permettront pas de faire de nouvelles expériences psychiques parce qu'ils ne seront pas portés par une relation, un échange avec quelqu'un. C'est ce que, malheureusement, l'asile psychiatrique a produit dans ces années les plus sombres, des sujets qui, au fil du temps, on pourrait dire quand même, se stabilisent, mais se sédimentent complètement et n'évoluent plus dans leur rapport au temps. Je le disais tout à l'heure, du coup, l'espace structure le temps. Et si en effet l'espace n'est pas bien structuré chez la personne psychotique, vous imaginez bien que son rapport au temps est aussi très complexe, d'où la double aliénation que j'évoquais tout à l'heure. Et vous le connaissez bien, vous le savez bien, c'est-à-dire qu'à certains moments, le sujet psychotique n'a même pas accès à son histoire. Et puis à certains moments, lorsqu'en général il est plus rassemblé psychiquement et que des choses sont autour de lui un peu agencées, son rapport au temps s'ouvre. Et on a souvent la surprise dans ces moments-là de voir en effet que la personne psychotique a une mémoire extrêmement précise de son histoire et peut raconter des pans entiers de sa vie avec une précision qui nous déroute toujours dans ces moments-là. Et puis, quelques instants plus tard, les choses se déstabilisent du côté à nouveau de l'espace et il perd en quelque sorte ce rapport au temps. Pour approcher un petit peu autrement cette approche un peu phénoménologique, je fais référence à quelqu'un qui pour moi compte beaucoup et qui a apporté une notion qui peut être très utile pour comprendre aussi sur cette question de l'intervention à domicile et de l'habitat. Ce sont les travaux d'Erwin Strauss, qui est très inspiré d'ailleurs de la philosophie de Heidegger et de Husserl, et puis aussi de Weizsäcker, qui a été quand même l'un des premiers à travailler sur la question du pathique auquel je faisais référence tout à l'heure. Et Erwin Strauss, en 1935, dans son ouvrage Du sens des sens, nous dit que notre rapport à la vie quotidienne est un rapport tout à fait essentiel auquel, là aussi, nous ne prêtons pas véritablement attention. Mais que notre vie quotidienne est en fait une scène de vie tout à fait importante qui est structurée par des points qu'il va appeler les axiomes de la quotidienneté et qui sont des éléments sorte de cairn, on pourrait dire un petit peu sur notre chemin, qui nous permettent en général le matin de nous mettre en route, de nous lever, de nous éveiller au monde, de reconstruire d'une certaine manière psychiquement le monde et d'être en disposition pour aller ensuite travailler, etc. Mais que ces axiomes de la quotidienneté, dans certaines problématiques, ils sont fragilisés, voire ils sont inexistants, en l'occurrence dans les psychoses. Ces axiomes de la quotidienneté, ils nous permettent d'avoir ce qu'on appelle un rapport d'évidence naturelle. C'est-à-dire que quand vous êtes dans votre vie quotidienne, tout semble évident, ça tient. Vous ne vous posez pas la question de pourquoi vous enfilez votre pull par telle manche. Vous avez l'habitude d'enfiler votre pull toujours de la même manière chaque matin et ça fait partie de votre vie quotidienne. Donc c'est quelque chose qui va définir véritablement notre expérience ordinaire et qui va nous conduire à un sentiment de liberté et de libre circulation dans l'espace de notre vie quotidienne. Eh bien, regardez en effet les gens qui souffrent de psychose, vous verrez que ce rapport à la vie quotidienne est extrêmement complexe et voire des fois inexistant chez eux, et que chaque matin,
ils ont, comme ils le disent des fois, à reconstruire un peu le monde et qu'ils se lèvent et que le monde est par terre ou en chaos et qu'il faut reconstruire, remettre en place un certain nombre de repères pour arriver à tenir les choses tout au long de la journée. Je trouve que cette idée des axiomes de la quotidienneté est quelque chose d'important pour nous permettre de comprendre ce rapport à l'espace. Et bien sûr, on va porter une attention tout à fait particulière à ce que le sujet, lorsqu'il va aller vers l'habitat, construise ses propres axiomes de sa quotidienneté. Et c'est là où, en effet, l'intervention des professionnels va être tout à fait essentielle, puisque c'est dans la relation sécure, pérenne, qui dure dans le temps avec les professionnels qu'il va pouvoir trouver les points d'étayage pour structurer ces axiomes de la quotidienneté. Alors, juste pour clore cette première partie sur les psychoses, vous voyez que je n'ai pas souhaité vous faire une présentation, je dirais, symptomatique ou sémiologique. Je trouve qu'il est beaucoup plus important d'aborder cette question par la dimension phénoménologique que véritablement par la dimension des symptômes de la psychose. Parce qu'en fait, les symptômes de la psychose, quand on les isole et qu'on ne les prend que médicalement, je dirais qu'ils ne nous apprennent pas grand-chose sur ces processus, sur ces dynamiques qui sont à l'œuvre, mais dont on voit bien quand ces processus sont en panne, en effet, que le rapport à l'espace est complexe, le rapport au temps n'est pas accessible, et que le sujet aura bien grand mal, en effet, à aller vers l'habitat ensuite. Je cite, juste pour conclure, Henri Maldinet, qui s'est beaucoup intéressé, Maldinet, à la question des psychoses, et qui dit « Être au monde, ce n'est pas être inséré dans un monde déjà là, c'est s'ouvrir soi-même à l'ouverture d'un monde qu'on ouvre en l'habitant. » Alors, vous voyez bien le lien que je fais là avec ce que disait Marcel Gégère tout à l'heure sur la question de l'habitation. L'habitation, en effet, va être la préoccupation principale dans notre affaire. C'est-à-dire que si cette capacité à habiter n'est pas, en effet, suffisamment travaillée, l'accès au logement ou à l'hébergement ne vont pas tenir pour le sujet psychotique. Je voudrais juste revenir un petit moment, je ne veux pas prendre beaucoup de temps là-dessus parce qu'on a déjà abordé cette question, sur l'évolution des politiques publiques qui nous amènent aujourd'hui vers cette question du logement. Alors, je ne reprendrai pas ce que Marcel Gégère a dit tout à l'heure. En effet, je pense qu'il faut vraiment attendre les expériences des années 40 et 50 où on commence à prendre en considération la question d'un logement pour, entre guillemets, les malades mentaux à l'époque, parce qu'avant, tout ça a été pris dans la dynamique de l'asile. Et même si l'asile, initialement, avait été pensé comme un espace quand même à vivre et à habiter, on sait bien qu'il est très vite devenu un espace plutôt de ségrégation, de concentration, d'homogénéisation et liberticide. Par contre, c'est vrai qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, dans ce qui va se passer à Saint-Alban d'abord, puis dans d'autres lieux en France ensuite, et puis Marcel a fait référence tout à l'heure à la question du secteur psychiatrique qui apparaît quelques décennies plus tard, c'est-à-dire à partir de toutes ces expériences institutionnelles au sens large du terme, où on découvre qu'un soin aux personnes psychotiques est tout à fait envisageable, on voit que là, la question de l'habitat et d'habiter un lieu vient à se poser pour les soignants de la psychiatrie qui accompagnent les patients. Les Croix-Marines, d'ailleurs, vont jouer un rôle important là-dedans, puisque quand on reprend les textes fondateurs de 1952 sur les Croix-Marines, on voit que parmi les éléments dont Doucinet marque les principaux projets, il y a d'une part de développer des actions de formation à l'adresse des futurs soignants, mais aussi de tout à chacun, de tout public, développer les soins ambulatoires, ce qui est quand même pour l'époque assez novateur, donner la parole aux patients, et puis privilégier le développement de l'associatif pour permettre des innovations, parmi lesquelles figure en effet la question du logement. Je voudrais insister un instant sur cette question justement de l'associatif, parce que c'est vrai qu'on en a parlé à mi-mot depuis tout à l'heure, sans vraiment le nommer comme tel, mais l'associatif a joué et joue encore une place considérable dans cette dynamique d'accès au logement pour les personnes en situation qu'on dit aujourd'hui de handicap psychique.
C'était le cas à l'hôpital, hein, dans les années du secteur, où il n'y avait pas un secteur de psychiatrie qui n'avait pas en effet ces associations de secteur qui développaient un certain nombre de choses, d'activités culturelles, de soutien. On a connu par exemple dans la région des Pays de Loire les Croix Marines là-bas qui ont soutenu énormément d'habitats de type, on pourrait dire, appartement protégé, ou d'habitat aujourd'hui un peu qui tend vers de l'habitat partagé. Cet associatif, il a joué un rôle considérable aussi dans un champ qui n'est nommé qu'en 1975, qui est le secteur médico-social, mais qui, entre les premières expériences au lendemain de la guerre et 1975, va voir apparaître une multitude, en effet, d'expériences de toutes sortes. Ce sont toutes les grandes associations qui existent aujourd'hui. Et la manière dont l'État va négocier avec souvent ces militants qui viennent dire « moi j'ai envie d'ouvrir ou de créer une institution pour des gens qui ont un problème de handicap ou les enfants qui ne sont pas pris en charge par l'État au lendemain de la guerre », la manière dont l'État va négocier en effet avec eux, c'est de proposer qu'en effet ils se constituent en association et qu'un contrat soit signé en quelque sorte entre l'État, la préfecture à l'époque, et l'association qui devient une organisation gestionnaire. C'est très important ça parce que vous voyez bien que ces associations qui ne sont pas sur le modèle de l'hôpital ou des grandes organisations statutaires vont quand même proposer des organisations qui vont reposer non plus sur une hiérarchie statutaire, c'est-à-dire l'organisation de l'hôpital telle qu'on la connaît depuis l'époque de Louis XIV, mais beaucoup plus sur une organisation subjectale. Je le disais, ce sont souvent des militants, des familles, des gens engagés qui vont créer toutes ces associations et qui vont permettre le développement de ces structures. Au passage, j'attire votre attention sur le fait que la loi de santé, la dernière loi de santé, a mis quand même à mal ces associations, notamment dans le champ de la psychiatrie, hein, puisqu'elles repassent maintenant sous la gouverne, je dirais, de l'hôpital gestionnaire, et qu'on peut s'interroger véritablement sur la vraie mission d'une association lorsqu'elle perd sa capacité à décider, à gouverner, à financer, et qu'elle revient dans le giron de l'hôpital un peu tout-puissant. Alors, Marcel Gégère l'a fait référence tout à l'heure, la loi de 2002 est venue quand même bousculer considérablement toutes ces questions-là, la loi de 2005 aussi, et je voudrais faire un petit détour par la question des résidences accueil qui sont apparues depuis quelques années et qu'on voit fleurir aujourd'hui. Alors, il a été fait référence tout à l'heure à ces structures-là. Ce sont des structures en effet extrêmement intéressantes. Et on peut dire qu'en effet, que c'est quand même une véritable avancée aujourd'hui que nos politiques publiques se soucient de cette question de l'habitat pour les personnes souffrant de troubles psychiques, de troubles mentaux. C'est même une petite révolution. Il a fallu quand même attendre un bon nombre d'années avant de voir cela apparaître. Pour autant, je me dis qu'il faut faire attention aux réponses qu'on est amené à proposer et que notamment les résidences accueil, qui sont des réponses extrêmement pertinentes pour pouvoir répondre à cet habitat partagé, structuré, hein, puisque je vous rappelle que la résidence accueil, dans l'esprit, c'est une résidence sociale où la personne est quand même locataire, a un bail, mais est accompagnée au quotidien par la présence de professionnels qu'on appelle les hôtes et qui sont là pour assurer une fonction d'accompagnement, d'accueil, sans être véritablement des professionnels, puisque ce ne sont pas des soignants, ce ne sont pas non plus des professionnels de l'accompagnement au sens médico-social du terme. C'est une structure tout à fait intéressante, mais qui doit être, je dirais, l'un des éléments de l'offre que l'on doit faire aujourd'hui dans ce domaine. En aucune façon, les résidences accueil ne peuvent répondre à l'ensemble des problématiques de la psychose, et ça ne correspond qu'à un public qui a, je dirais, déjà un rapport à l'espace relativement stabilisé et qui peut bénéficier de cette structure. Peut-être je vais laisser de côté cette question de la résidence accueil et qu'on y reviendra peut-être plus dans l'échange tout à l'heure autour des questions, parce que j'imagine qu'il y aura des questions par rapport à ça. Je voudrais juste terminer par quelques mots un peu sur cette posture professionnelle dont Alice Casagrande a attiré notre attention là-dessus dans sa dimension éthique.
Je partage tout à fait son point de vue sur le fait que ce n'est pas au travers d'un diplôme ou d'une formation purement théorique qu'on acquiert cette manière d'être là au domicile et de partager ce quotidien lorsqu'on rentre au domicile des patients. Alors, je vais dire peut-être un peu la même chose que Alice a pu dire tout à l'heure, mais peut-être un peu de ma fenêtre. Pour moi, il est très important qu'on recueille l'expérience, la pratique de ces professionnels. Et que c'est très différent de, comment dire, recueillir leur savoir-être, leur savoir-faire, leur expérience concrète au domicile, plutôt qu'un cahier des charges d'une manière de tenir l'intervention. Et en cela, je pense notamment aux travaux que développent aujourd'hui certains cliniciens plus dans le champ de la psychodynamique du travail. Je pense notamment à Christophe Dejour, Lise Guignard ou Pascal Molinier, d'ailleurs, qu'on avait fait venir à une journée Croix-Marine sur la question du travail en psychiatrie, qui sont beaucoup plus attentionnés à rencontrer les équipes, ce que moi j'ai cru comprendre Alice devait peut-être faire aussi de sa place, à rencontrer les équipes pour élaborer avec elles une sorte de recueil de bonnes pratiques, mais de bonnes pratiques du côté d'une posture professionnelle. Et je crois qu'elle nous a apporté tout à l'heure, Alice, un certain nombre d'éclairages sur cette posture professionnelle. L'importance dans ce travail-là, vous l'avez dit tout à l'heure aussi, des réunions et du travail de supervision. Et on sait bien qu'en effet, la majorité des services d'aide à domicile aujourd'hui, malheureusement, n'ont pas cela. Donc, ce travail de partage, de mise en commun, d'élaboration métaphorique que l'on peut faire dans la réunion est tout à fait essentiel pour pouvoir rester dans une disposition d'accueil au domicile. Pour le dire simplement, je pense que la dimension de l'accueil, elle est réciproque lorsqu'on intervient au domicile de quelqu'un. On se laisse accueillir, mais on accueille l'autre aussi. Et que c'est un temps d'évaluation clinique tout à fait indispensable, où dans ce laps de temps des fois court, mais des fois long, et qui est vraiment pour moi de l'ordre du travail, on va être dans cette espèce d'ajustement de savoir comment l'autre en face se situe dans l'instant présent où on intervient au domicile. Et qu'en aucune façon, le fait d'intervenir 2-3 fois par semaine au domicile d'une même personne ne doit nous laisser présager que ce jour-là, l'intervention va se passer telle qu'on la préfigure dans notre tête. Parce qu'en effet, lorsque vous allez au domicile d'une personne psychotique, vous aurez à chaque fois à vous reconfronter à son propre rapport à la spatialité et à la manière dont il est au monde à ce moment-là, et qu'il faudra réinventer avec lui cette manière-là d'être ensemble. Donc ce temps de l'accueil, ce temps de l'entrée, de l'intervention, avec tous ces petits détails auxquels il a été fait référence précédemment dans l'intervention, c'est-à-dire de prendre aussi la mesure de ce que le sujet attend. En effet, passer par la porte nord, ce n'est pas la même chose que de passer par la porte sud, sont à prendre en considération et à développer. Et puis, il y a tout cet art du parler et de la conversation. En effet, je partage aussi le point de vue, le fait qu'il ne s'agit pas de se précipiter sur l'action, mais bien d'installer la relation. Et d'installer la relation, ça passe en effet par le temps d'installer quelque chose qui est un échange ensemble. Pas forcément dire des choses pertinentes, mais installer la relation, c'est un art de conversation que l'on acquiert avec les personnes psychotiques, avec l'expérience. Enfin, cette intervention à domicile, il faut la penser, et ça rejoint ma question de l'institution, parce que je pense qu'on peut faire institution en intervenant au domicile. Je pense qu'il faut penser à chaque fois que lorsqu'on intervient au domicile, c'est l'opportunité pour le sujet de retrouver un lien qui soit sécure et un lien qui permette d'une certaine manière d'être une relation de confiance, une relation qui s'établisse, qui stabilise quelque chose de la relation à l'autre, qui est souvent très instable, et qui peut être en quelque sorte un prétexte à une grève d'ouvert qui va nous permettre une forme de conquête de terre ferme sur cette béance que peut engendrer la psychose. Je vous remercie.